compte diplomatique. Analyse. Il y a un paradoxe Sartre. Celui qui symbolise l'intellectuel total, présent sur tous les fronts de la pensée, philosophe, critique, romancier, homme de théâtre, peine à trouver une place posthume digne de ce nom dans son pays. Le paradoxe est accentué par le rayonnement toujours actif de sa pensée et de ses écrits à l'étranger. C'est que l'Hexagone s'éclaire désormais aux lanternes du conformisme consensuel auquel les pseudo-débats télévisuels ou radiophoniques ne parviennent même pas à donner l'illusion d'un souffle déstabilisateur. L'étriqué et le convenu sont bien éloignés de celui qui ne sait ça. Après la Seconde Guerre mondiale, d'en découdre, de se lancer dans la bataille, de prendre des risques. Une certaine intelligentsia récuse en Sartre son statut de représentant de l'intellectuel engagé à la française. Seule œuvre à faire l'unanimité, Les mots, 1964. Les glosses n'en finissent pas sur la grande œuvre de l'écrivain, et ce n'est pas un hasard. Cette autobiographie narrant son enfance et sa jeunesse ne dérange personne. La pensée unique de droite comme de gauche a su identifier l'ouvrage, lui permettant de se défausser de détester unilatéralement l'intellectuel et, simultanément, de le remiser au magasin des accessoires datés, dépassés. Dépassés et usés jusqu'à la moelle de l'erreur. Car, nous l'a-t-on assez seriné, Sartre se serait toujours trompé. À moins que cette accusation ne se retourne contre les accusateurs. Faisons nôtres ces mots revigorants de Guy Hockenheim, quelques années après la mort de l'auteur des Chemins de la Liberté. Vos âmes avaricieuses et pauvres, puritaines et théoristes, ont 100 fois voulu tuer Sartre. Et plus vous le reniez, plus vous le ranimez. Plus vous le repoussez, plus il vous étreint, et il vous entraîne avec lui dans la mort. Le vrai Sartre échappe au tombeau de respect renégat et de trahison où vous aviez voulu l'enfermer. Depuis son décès, en 1980, peu de choses auront été épargnées à celui qu'on aurait, de son vivant, redouté d'affronter. Sartre serait un philosophe qui écrit mal de la littérature. Les bancs des étudiants ont fourmillé longtemps de ces blagues de potache, ayant essaimé jusque dans les rangs des universitaires, leur accordant de fait une légitimité scientifique. En littérature précisément, Sartre demeure peu étudié. Qu'on relise pourtant son premier roman, La nausée, le recueil de nouvelles, Le mur, sa trilogie injustement méconnue et mésestimée, Les chemins de la liberté. C'est de la belle ouvrage, diverse stylistiquement, narrativement et qui parle à tout le monde, imprégnant à jamais la formation intellectuelle et personnelle, marque des grandes œuvres. Son théâtre, divers lui aussi, inventif et d'actualité. Outre Huis clos, Les mains sales, ses pièces les plus connues et les plus montées aujourd'hui, la puissance de dénonciation de Nekrasov et des séquestrés d'Altona demeure intacte. Pour la première, celle de la mystification de l'information et de l'embrigadement. Pour la seconde, celle de la fin et des moyens dans les périodes violentes de l'histoire. Enfin, bien sûr, il y a ces textes politiques. Car c'est là que le bât blesse. Sartre dérange encore parce qu'il fut en situation. Il l'énonçait dans Les Temps modernes, en 1945. L'écrivain est en situation dans son époque. Chaque parole a des retentissements. Chaque silence aussi. Je tiens Flaubert et Goncourt pour responsables de la répression qui suivit la Commune, parce qu'ils n'ont pas écrit une ligne pour l'empêcher. Ce n'est pas leur affaire, dira-t-on. Mais le procès de Calas, était-ce l'affaire de Voltaire? La condamnation de Dreyfus, était-ce l'affaire de Zola? L'administration du Congo, était-ce l'affaire de Gide? Chacun de ces auteurs, en une circonstance particulière de sa vie, a mesuré sa responsabilité d'écrivain. Compagnon de route du Parti communiste. La guerre sera le déclencheur de l'engagement de Sartre. Mobilisé en septembre 1939, fait prisonnier en juin 1940, il est transféré dans un stalag à Trèves. Là-bas, il connaît la camaraderie, la fraternité. Il compose et met en scène une pièce de Noël, Bariona ou le Fils du tonnerre. Libéré en mars 1941, en se faisant passer pour civil, Sartre rentre à Paris, décidé à agir. Il fonde, avec Maurice Merleau-Ponty, le groupe éphémère Socialisme et Liberté, avec la velléité d'organiser un mouvement de résistance en allant voir André Gide et André Malraux en zone libre. Sa pièce, Les Mouches, porte un air de révolte dans Paris occupé. En 1943-1944, il écrit pour les Lettres françaises, l'organe du Comité national des écrivains, fondé dans la clandestinité par Jacques Decour et Jean Paulhan. Mais ce sera absolument tout. Sartre ne fut ni Georges Politzer, ni Claude Bourdet.
Avant la Seconde Guerre mondiale, ce qui frappe, c'est l'absence de tout horizon politique. Quoi qu'en dise Simone de Beauvoir, et malgré la nouvelle Le Mur, il demeure à distance de ce qui se joue en Espagne. Quand on lit sa correspondance avec Beauvoir, le Castor, on est stupéfait de n'y relever une première mention politique qu'en juillet 1938, 2 mois avant Munich. Et ils ne comprennent pas grand-chose au Front populaire. Cet éloignement politique de l'entre-deux-guerres le conduira toute sa vie à cheminer aux côtés du fantôme de Paul Nizan, son ami de jeunesse, qui, lui, s'engagea totalement dès la fin des années 20. Sartre rejoint, en février 1948, le comité directeur du RDR, Rassemblement démocratique révolutionnaire, dont le projet a été élaboré antérieurement par des journalistes et des intellectuels de gauche et d'extrême gauche, dont David Rousset. Le RDR mourra avec le départ de Sartre, octobre 1949, dont ce sera le seul engagement dans un parti politique. De la mi-52 à la fin 56, il s'installe dans un compagnonnage de route avec le Parti communiste français, largement motivé par la répression policière et judiciaire dont celui-ci fait l'objet, alors qu'il s'était jusqu'alors affronté assez violemment à lui. Au point que le président de l'Union des écrivains soviétiques l'avait qualifié en 1948 de hyène dactylographe. Il rompra lors de l'écrasement par Moscou du soulèvement hongrois en 1956. Comme ce sera à chaque fois le cas, sa verve journalistique s'est imprégnée des thématiques et du lexique des compagnons qu'il s'est choisis. Tels ces textes publiés dans France-URSS en 1955, qui n'ont guère à envier à la phraséologie des communistes orthodoxes. Néanmoins, les articles sartriens de cette période livrent une réflexion toujours actuelle sur la mystification des dirigeants et de la presse. Tous nos lecteurs savent que nous tenons la politique du gouvernement pour néfaste et pour méprisable les hommes qui l'inspirent. Mais notre tâche est de le démontrer sans cesse. C'est seulement en démontrant que nous pouvons espérer servir. Nous continuerons, s'il est défendu d'appeler Bidault, alors ministre des Affaires étrangères, un criminel, nous dirons que c'est un grand coupable. Si l'on nous refuse le droit de parler du sang qu'il a sur les mains, nous parlerons des écailles qu'il a sur les yeux. Ce n'est qu'une affaire de terminologie. Les derniers mois du compagnonnage de route avec le Parti communiste français se chevauchent avec l'engagement de Sartre contre la guerre d'Algérie. Ce fut sa grande bataille, ce que d'aucuns ne lui pardonnent toujours pas. Son anticolonialisme viscéral, l'implacabilité de son discours mettant les Français devant leurs responsabilités historiques, intellectuelles et morales. Fausse candeur, fuite, mauvaise foi, solitude, mutisme, complicité refusée et tout ensemble accepté. C'est cela que nous avons appelé, en 1945, la responsabilité collective. Il ne fallait pas, à l'époque, que la population allemande prétendît avoir ignoré les camps. Allons donc, disions-nous, ils savaient tout. Nous avions raison. Ils savaient tout, et c'est aujourd'hui seulement que nous pouvons le comprendre, car nous aussi nous savons tout. Oserons-nous encore les condamner ? Oserons-nous encore nous absoudre ? Certains, souvent les mêmes, n'acceptent pas davantage son amitié pour le psychiatre et essayiste martiniquais Frantz Fanon, alors quasi ostracisé et dont il préfaça Les damnés de la Terre, 1961, et ses phares du tiers-mondisme. Une préface dans laquelle il vilipende le mensonge d'une nation orgueilleuse qui n'est que l'ombre d'elle-même. Quel bavardage! Liberté, égalité, fraternité, amour, honneur, patrie, que sais-je? Cela ne nous empêchait pas de tenir en même temps des discours racistes, sale nègre, sale juif, sale raton. La radicalité et la subversion de Sartre se mesurent à l'aune de la haine qu'il inspire aux tenanciers des boutiques littéraires et journalistiques. On n'est même pas aussi déchaîné contre Louis-Ferdinand Céline, sauvé par une certaine critique au prétexte de son style. Car, à défaut d'avoir été antisémite, Sartre a commis la grande faute de fraterniser avec ceux qui se révoltèrent contre l'oppresseur français. Les calomnies vont bon train. Un de ces bretteurs de salon ne recule pas devant le ridicule en incriminant Sartre de tentative d'assassinat contre Camus. Tout cela, bien entendu, sur toile de fond de guerre d'Algérie, où l'on nous resserre le plat d'un philosophe, Albert Camus, qui ne s'est jamais trompé. Au nom de la complexité de sa situation personnelle, on justifie la position erronée de l'auteur de L'Étranger au regard des enjeux du moment historique. On dédaigne un combat courageux et dangereux. Le domicile de Sartre fut l'objet d'un attentat au plastique commis par l'extrême droite, pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et les médias en profiteront toujours pour se gausser de Sartre habillé en cour sur son tonneau, époque de son compagnonnage de route, en 1970, avec les maoïstes de la gauche prolétarienne.
Il y a quelques mois, dans Le Figaro, Jacques Julliard, membre de l'Académie française, incarnation achevée de l'intellectuel officiel, institutionnel et consensuel, délivre son verdict sur Sartre. Mauvais romancier, dramaturge injouable, philosophe prolixe mais sans originalité, c'est un libertaire qui a encensé toutes les dictatures, une grande âme qui a justifié tous les massacres pourvu qu'il se réclame du socialisme. C'est un imposteur de bonne foi qui a réservé sa sévérité, parfois sa rage aux régimes libéraux, et qui a fait de l'affichage de la mauvaise conscience de l'écrivain l'alibi de son confort intellectuel. C'est bien le seul domaine où il a engendré des disciples jusqu'à nos jours. Pourquoi, diable, tant d'humaine mesure? Pour parvenir à une défense politique de Sartre, le mieux est de considérer son œuvre en situation, d'en mesurer aussi bien les erreurs, les outrances, les faiblesses, que le brio, la pertinence et l'actualité. L'actualité ? Si ce modèle de l'intellectuel engagé est aujourd'hui démodé, il n'y a pas lieu de s'en réjouir. En 1983, 3 ans après la mort de Sartre, Pierre Bourdieu expliquait en effet que les conditions conjoncturelles, mais aussi structurales, qui ont rendu possible l'intellectuel par excellence, sont aujourd'hui en voie de disparition. Les pressions de la bureaucratie d'État et les séductions de la presse et du marché des biens culturels, qui se conjuguent pour réduire l'autonomie du champ intellectuel et de ses institutions propres de reproduction et de consécration, menacent ce qu'il y avait sans doute de plus rare et de plus précieux dans le modèle sartrien de l'intellectuel, et de plus réellement antithétique aux dispositions bourgeoises, le refus des pouvoirs et des privilèges mondains. S'agirait-il du prix Nobel, et l'affirmation du pouvoir et du privilège proprement intellectuel de dire non à tous les pouvoirs temporels. Le refus de Sartre auquel nous assistons est l'envers logique de la médaille. Mauvaise conscience des intellectuels de cour et d'écran, il est celui qui nous rappelle qu'un intellectuel devient digne de ce nom par sa pensée, ses travaux, son œuvre, sa détermination, et non par ses apparitions dans les médias et ses amis puissants. Aux praticiens du prêt-à-penser qui vont répétant que les temps ont changé, que les luttes et les revendications ne sont admissibles que dans d'étroites limites, on peut opposer qu'aucun changement pour le bien commun ne s'est enclenché en susurrant oui, mais bien en clamant non. Au début de la lutte, il y a toujours le refus. Les intellectuels et journalistes qui rejettent Sartre le savent, contrairement à ce que laisse supposer le discours qu'ils nous servent. Déformer et étouffer d'opprobre la parole sartrienne, c'est écorner notre liberté de nous opposer à l'emprise des conventions et des pouvoirs. C'est nous faire croire que tous les mots se valent et contribuer à les dégrader, alors même que la responsabilité de l'intellectuel, c'est parfois d'y recourir, selon le mot de Sartre lui-même, comme à des pistolets chargés. Le monde diplomatique.